artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Difficile de faire une émission un jour comme aujourd'hui sans parler de l'éléphant dans la pièce qui est la contre-performance de M. Joe Biden au débat présidentiel la semaine dernière. Et puis évidemment, pendant le week-end, certains grands ténors du Parti démocrate se sont montrés favorables au maintien en poste de M. Biden et au maintien de sa candidature, du moins là, pour l'élection de novembre. Mais d'autres voix un peu dissonantes se sont aussi élevées pour dire qu'il était peut-être temps, et enfin, il était pas trop tard, bref, pour bien faire et donc de le remplacer. J'en parle avec Tristan Cabello, qui est historien et politologue à l'université Johns Hopkins, et spécialisé donc en tout ce qui touche aux États-Unis. Monsieur Cabello, qu'est-ce que vous pensez déjà, premièrement, de cette contre-performance de M. Biden au débat de la semaine dernière? Oui, c'était quelque chose qui était très douloureux à regarder. C'est-à-dire que dès le début, on dit que les premières minutes du débat sont toujours les plus importantes. Dès le début, il était très difficile de comprendre ce que Joe Biden disait. Il était très évident que Joe Biden était tout à fait affaibli. Et puis d'un autre côté, on avait un Donald Trump qui était un peu égal à lui-même. C'est-à-dire plein de punch, plein d'agressivité, mais en même temps, c'était quelqu'un qui, de manière évidente, avait été coaché en fait pour justement ne pas mettre l'accent sur les problèmes que rencontrait Joe Biden. Et puis tout au long du débat, on avait vraiment l'impression que Joe Biden se décentrait de lui-même, c'est-à-dire il n'arrivait pas à contrer les accusations de Donald Trump qui racontait presque à chaque prise de parole des mensonges, mais Joe Biden n'arrivait pas du tout à le contrer. C'était quelque chose qui était très très douloureux à regarder pour tous les Américains, pour n'importe quel téléspectateur. De toute évidence, Joe Biden n'était pas dans son assiette. Alors, on nous fait croire que c'était simplement cette nuit-là qu'il avait. Les officiels du Parti démocrate nous disent qu'il avait un rhume cette nuit-là. Mais bon, je crois que les gens ne croient plus trop ces discours officiels qui sont émis par les officiels du Parti démocrate ou de la Maison-Blanche. C'était vraiment quelque chose de très douloureux à regarder pour les Américains. Maintenant, j'aimerais un peu vous entendre justement sur les alternatives à M. Biden. On sait pas exactement là, comment tout ça va se tramer, puis je pense qu'il y a des limites à faire de la spéculation là, sur le va-t-il ou non quitter, mais dans l'éventualité où éventuellement il acceptait lui-même d'être remplacé, il y a différents noms qui ont circulé. Mme Harris, évidemment, la vice-présidente Kamala Harris. J'entendais aussi beaucoup parler de Gretchen Whitmer, qui est gouverneure du Michigan, de Pete Buttigieg, qui est secrétaire au transport, Mayor Pete, qu'on connaît un peu chez nous. J'aimerais vous entendre justement, là, peut-être un par un, là, mais sur les avantages et les inconvénients. Mais disons, commençons par la vice-présidente. Là. C'est réaliste qu'on remplace le candidat Biden par Kamala Harris demain matin? Tout à fait, et c'est peut-être le choix le plus safe, c'est peut-être le choix le plus sécure pour cette présidentielle. Pourquoi? Parce que Kamala Harris, elle fait déjà partie du ticket. Donc c'est en fait la même campagne qui se poursuivrait. Il n'y aurait pas besoin de faire de nouvelles levées de fonds. Et puis à la convention, elle serait très facilement élue. Le problème de Kamala Harris, c'est que son charisme ne déplace pas les foules et qu'elle a vraiment un défaut de notoriété dans le peuple américain. Elle n'est pas très aimée, elle n'est pas très identifiée. Ça peut très bien la desservir, mais ça peut aussi la servir puisqu'elle pourrait aussi se détacher de Biden. Parce que certes, Biden, c'est quelqu'un qui est très fatigué maintenant, mais c'est aussi quelqu'un qui était fatigué. J'ai beaucoup aimé ce que l'intervenant juste avant moi disait. C'est quelqu'un qui est en fin de vie politique, c'est-à-dire que il a fait beaucoup de choses. Il a 60 ans de carrière politique, et puis comme on l'a vu dans les 2-3 derniers mois, c'est politiquement qu'il était affaibli, c'est-à-dire que la gérance de Gaza, les révoltes des étudiants, tout ça a été très mal géré par Biden, et donc c'est pas juste un problème de fatigue, c'est aussi une fatigue politique. Alors les autres candidats, nous avons donc Gretchen Whitmer, comme vous venez de le dire. Donc c'est la gouverneure du Michigan. C'est quelqu'un qui est sur la même ligne que Joe Biden, c'est-à-dire une ligne de centre gauche, libérale. Alors les avantages de Gretchen, c'est que elle est du Midwest, et donc on sait que le Parti démocrate doit absolument gagner le Minnesota et le Michigan
pour gagner l'élection présidentielle. Et donc ça pourrait être une bonne candidate. On a aussi entendu parler de Gavin Newsom. Alors Gavin Newsom, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière plutôt à la gauche du Parti démocrate et puis qui s'est plus centré vers maintenant lorsqu'il était donc gouverneur de la Californie. Le problème de Gavin Newsom, c'est que là aussi c'est un bon candidat, mais qui est très identifié à la Californie. Et vous savez qu'il faut absolument gagner donc le centre des États-Unis pour les démocrates. Et puis d'autres noms qui circulent. Alors moi je crois que il faudrait des noms qui ne soient pas totalement identifiés à Biden pour pouvoir justement avoir un candidat vierge qui puisse comme ça redynamiser le Parti démocrate. Alors du côté plutôt conservateur, par exemple. Ben on aurait peut-être quelqu'un comme Andy Beshear, le gouverneur du Kentucky, qui est plutôt un conservateur. Donc un démocrate conservateur, c'est ça? Un démocrate conservateur, plutôt à la droite du Parti démocrate, à la droite de Joe Biden. Et puis ou alors peut-être un candidat de la gauche. Mais alors là, bon, on ne sait pas trop. Alors, on entend que Bernie Sanders se préparerait alors là, pour avoir du dynamisme. Il a en quel politique. âge, Bernie Sanders, de mémoire? Il est plus vieux que Joe Biden, mais c'est vrai que moi je l'ai vu récemment en meeting. Il a encore de l'énergie, ou alors des plus jeunes, c'est-à-dire quelqu'un comme 82 ans. C'est bon, on reste dans la gérontocratie. Oui, on reste. Voilà, ce sont tous des candidats. Bon, mais il faudrait quand même quelqu'un. Voilà, il faudrait quelqu'un de beaucoup plus jeune. Il faudrait quelqu'un qui dynamise vraiment la campagne. Il faudrait quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Mais là, on est à 4 mois de l'élection. Bon, il va falloir faire vite. En tout cas, ce que l'on entend, c'est que Joe Biden est vraiment très très affaibli. Hier soir, il y avait Carl Bernstein, le journaliste qui avait donc fait l'enquête sur le Watergate dans les années 70, qui était sur CNN face à Anderson Cooper et qui a écrit donc une longue enquête dans le Washington Post. Et Carl Bernstein disait très clairement que Joe Biden avait des absences qui pouvaient durer des journées entières et qui n'était plus apte à ses fonctions. Il semblerait, d'après encore une fois ce que dit Carl Bernstein dans son article, qu'il soit très protégé par Jill Biden et par son cercle familial très proche. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de rebondissements dans les prochaines semaines. Très intéressant tout cela. Si vous aviez à mettre un petit $1 papier US sur un de ces candidats, sur qui est-ce qu'on mise dans les prochaines semaines? Alors je crois que le pari le plus safe, ce serait Kamala Harris, parce que pour l'administration de cette campagne, ce serait. Et puis comme c'est quelqu'un qui est encore quand même assez peu identifié politiquement aux États-Unis, c'est peut-être quelqu'un qui peut redynamiser la campagne. Par contre, il faut quand même savoir que elle est en dessous, elle perdrait dans les sondages face à Trump dans toutes les configurations. Moi, ce que j'aimerais, en tant que citoyen, en tant qu'historien, c'est quelqu'un qui ne soit pas vraiment lié à la campagne de Biden, quelqu'un de nouveau, qui puisse vraiment dynamiser encore cette campagne, et puis surtout ramener la jeunesse au Parti démocrate, la jeunesse qui a été très très touchée par le sort des Gazaouis ici aux États-Unis et qui se détache vraiment du Parti démocrate sans bien sûr se reporter sur Donald Trump. Je crois qu'il faudrait vraiment un candidat tout à fait nouveau. Mais bon, ça reste le Parti démocrate étant ce qu'il est, et puis les conventions qui arrivent très bientôt. Je pense qu'on s'achemine vers une élection ou une candidature de Kamala Harris. Je vous ai pas du tout entendu parler d'Alexandria Ocasio-Cortez. Je m'en voudrais de pas vous poser la question. Elle est quand même, connue, on va dire ça comme ça. Un personnage un peu, polarisant parfois, certainement. Est-ce qu'elle est toujours dans le panorama démocrate, candidate, peut-être pas cette fois-ci à la prochaine? Est-ce que c'est quelqu'un que vous estimez comme ayant une aspiration éventuelle à la présidentielle? Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, alors c'est quelqu'un qui a fait face quand même à une primaire, pas plus tôt qu'il y a 2 semaines, et contrairement à son collègue Jamal Bowman, elle a gagné cette primaire. Donc elle sera certainement réélue à la House of Representatives, mais et aussi c'est quelqu'un qui est très polarisant.
C'est quelqu'un qui peut effrayer une grande partie de l'électorat démocrate, qui peut bien évidemment recruter beaucoup d'autres électeurs qui peut-être ne s'était pas déplacé. Maintenant, et aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu. Il faut bien le dire, la présidence Biden, spécifiquement donc la guerre à Gaza. Et c'est quelqu'un qui a été très mal reçu, par exemple lorsqu'elle a été visiter les campus de Columbia. Elle a été visiter les campus de Columbia lorsqu'il y avait ces campements. Donc c'est quelqu'un qui a aussi perdu du crédit dans une grande partie de la jeunesse. Disons que c'est quelqu'un qui sait, comme beaucoup de politiciens, centrisés à bien des égards, même si elle garde beaucoup d'énergie. Mais moi je pense que, et aussi c'est peut-être une candidature qu'il faut regarder, mais pour la prochaine élection ou celle d'après, c'est quand même quelqu'un qui reste assez jeune. À la lumière des candidats et de leur âge actuellement, il lui reste effectivement plusieurs décennies avant de pouvoir se présenter. Tristan Cabello, vous êtes historien et politologue, professeur à la Johns Hopkins University. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à vous.